Infini pour la bouffe maghrébine. Je trouve que au Maroc, c'est légumes, c'est fruits, c'est parfums. En Tunisie, c'est la même chose. Sur les terrasses où ça sent la rose, où ça sent le jasmin. Ouais. Alors, je suis avec Nabila Ben Youssef qui va nous montrer comment faire, entre autres, une soupe de ramadan. Mais avant, pour lui rappeler la Tunisie, on s'en va au Jardin de Roses qui s'appelle quoi? Moi et ma mémoire à la con, Rose des Champs. J'avoue que je ne sais pas comment commencer cette entrevue parce que c'est une histoire invraisemblable. Ça vous est venu comment, l'idée? J'ai toujours adoré rester en campagne, puis j'ai toujours trouvé ce site magnifique. Et là, je me disais, il faut faire de quoi avec cette ferme-là parce qu'elle n'était plus en utilisation. Ça fait que là... Ça, c'était une ferme dont vous aviez hérité, qui vient de votre arrière-arrière-grand-père ou quelque chose comme ça? Quatrième génération. Quatrième. Mm. Et donc, il y avait quoi ici? Il y avait des vaches qui broutaient comme quelques-unes. Que des champs et des vaches. Que des champs. Là, vous avez un jardin où on se promenait tantôt qui raconte l'histoire de la rose à partir d'avant les dinosaures ou en même temps et jusqu'à maintenant. Il faut quand même le faire. Donc, les gens qui viendraient visiter ici peuvent apprendre l'histoire de la rose tout simplement en se promenant dans ce jardin-là. Avec la visite guidée, oui. Oui, c'est ça. Et qui raconte quoi, cette histoire de la rose? C'est ça raconte que les rosiers, c'est une des plus vieilles plantes qui existait, dans le fond. C'était là avant les dinosaures. Il y a des livres qui disent que c'était là avant l'être humain. Puis là, ben c'est ça, je parle dans la période grecque, romaine, puis qu'est-ce qui s'est passé pour la période Jésus-Christ, pourquoi on a boudé la rose au Moyen Âge. C'était un gros péché, parce que l'Église disait que c'était un gros péché, parce que dès que c'est agréable, c'est péché. Ben c'est parce qu'il y a un empereur qui en a abusé, pas à peu près aussi. Néron? Oui, c'est ça. Parce qu'il couchait dans des lits faits de pétales de rose, ce qui est quand même une assez bonne idée. Le peuple a voulu encourager son empereur. Il a cultivé énormément la rose, et ce qui a fait qu'ils ont négligé les produits alimentaires. Il est arrivé une sécheresse, et ça l'a mis son peuple en famine. C'est pour ça que... Puis avec les massacres des chrétiens, bien, on a fini par détester les Romains. Et c'est pour ça qu'on a boudé la rose au Moyen Âge. Mais elle est revenue à un moment donné. Avec Joséphine, la femme de Napoléon, qui prenait des bains de roses et des bains de fraises. Parfois, elle écrasait les deux. C'est vrai, là. Oui, puis elle avait le plus grand jardin de roses de son époque aussi. Oui. C'est elle qui avait la plus grande variété de roses et c'est elle qui a créé le premier grand livre de la rose. On a l'impression souvent que de planter des roses, c'est pas évident du tout, de les entretenir non plus. C'est souvent plein d'insectes, on découvre qu'il y a des pucerons partout, on vire fou, etc. Je sais, ça m'est arrivé. Or, non seulement vous avez décidé que vous en feriez, mais que vous les feriez bio. Ça veut dire quoi, ça, élever des roses biologiquement? C'est sûr que ça prend plus de réflexion, ça prend plus de recherche, mais... J'ai vu tantôt qu'on vaporisait avec un liquide, j'ai deviné, puis c'était ça, que ça contenait peut-être un peu de savon, quelques gouttes d'huile, bon comme ça. Mais vous avez aussi des plantes qui éloignent les insectes par leur odeur. Je pense à l'ail, vous m'avez dit qu'il y a de l'ail ici et là, mais ce qui m'a étonné, c'est le rôle des étangs. Vous avez des petits étangs absolument magnifiques, qui sont échelonnés d'ailleurs en baissant, ce qui fait qu'il n'y a aucune pompe qui pompe là-dedans. Ça se déverse l'un dans l'autre automatiquement. Mais en quoi est-ce qu'un étang aide les roses à pousser? C'est ça, l'étang, c'est une façon biologique de contrôler les insectes. Tous les animaux qui vivent autour des étangs, comme la grenouille, la libellule et les oiseaux qui vont se tenir autour, c'est tous des contrôleurs d'insectes, la chauve-souris, la nuit... Vous êtes dans les roses tout l'été, mais vous êtes aussi dans les roses tout l'hiver. Oui, oui. C'est dans la recherche. C'est ça, vous lisez. C'est comme ça que vous apprenez un peu sur le tas. Vous avez fait des erreurs à l'occasion que vous pourriez dire aux gens de ne pas faire? Les roses ont une mauvaise réputation à cause de fameux hybrides de thé que tout le monde connaît. Qui aiment aussi, parce que c'est une belle fleur, là. Mais c'est magnifique. Oui. Quand ils sont mis à faire des croisements, ils ont oublié la rusticité, le parfum, tout ce qu'il y a de bon dans une rose, seulement pour la beauté. Et les roses sont devenues très fragiles. Pour ma rose décorative, j'ai pas besoin qu'elle soit parfumée. Alors, j'ai aussi de l'hybride de thé. Mais pour ramasser mes pétales, j'ai des rugosa, des pavements, des roses anciennes, qui, eux ont l'odeur, c'est certain. Les roses anciennes ont toute une odeur.
Vous êtes passé, me dit-on, aux douanes avec un alambic aux douanes américaines. Oui. Il faut quand même le faire. Alors, vous êtes revenu des États-Unis, vous avez dit à notre douanier canadien émerveillé, qui vous dit « something to declare » Oui. ou peut-être quelque chose comme ça. Vous avez dit « on a un alambic ». Puis il s'est passé quoi? Il ne croyait pas. C'était drôle. Il dit quoi? Et après lui avoir répété 3 fois qu'on avait un alambic, il se gratte la tête et dit « Pouvez-vous la rentrer à l'intérieur? » Fait que c'est ça qu'on a fait. Et puis les 2 douaniers riaient. Ils nous ont chargé le TPS, le TVQ, puis c'était tout. C'était la première fois qu'il traversait une alambic. Légalement. Légalement, Parce oui. qu'effectivement, vous pourriez vous mettre à faire de l'alcool. Je voudrais pas parce que ça risquerait de gâter notre alambic pour l'eau de rose. On peut se saouler comme ça. On s'enivre. Et là, celles-là, elles sont faites justement pour faire de l'eau de rose, de la gelée de rose, de la confiture, etc. Elles sont choisies pour leur parfum, évidemment, là aussi leur goût, qui est intimement relié. Tantôt, j'en ai bouffé un pétale, c'est hallucinant. Puis chaque pétale, si tu goûtes les variétés, c'est même différent dans la texture, dans le goût. Il y a une petite variation qui se fait. Un parfum de rose, on n'en trouve presque plus. Non. L'huile essentielle, ça vaut une fortune. Ça prend 5000 livres de pétales pour faire 1 livre d'huile essentielle. Alors, ça va se faire des pays où le climat est plus long, l'été est plus long. Et la main-d'œuvre pas chère. La main-d'œuvre pas chère. On parle de Bulgarie, Liban, des Indes. Mais là, vous, ce que vous faites dans votre alambic, c'est quoi? C'est de l'eau de rose. C'est une eau de rose seulement. La différence avec l'huile essentielle, c'est quoi? C'est pas la même chose. L'huile essentielle, on va chercher l'huile qu'on retrouve dans la pétale. Puis il y en a une infime partie dans la pétale de la rose. Dans l'eau de rose, on va chercher... L'eau de rose, c'est une eau florale. Alors, on met des pétales dans de l'eau qu'on fait bouillir. La chaleur fait éclater les cellules d'un pétale. La vapeur ramasse tout ça et le condensateur le ramène en liquide. Et là, vous avez finalement l'eau de rose qu'on peut mettre dans sa baignoire, dont on peut se parfumer. Assez concentré. Parce qu'il y a plein de façons de faire de l'eau de rose. On peut le faire à l'eau chaude, comme nos mères et nos grands-mères faisaient. Ils prennent de l'eau bouillante, puis ils arrosent les pétales, puis ils laissent ça 5 minutes pour l'eau chaude, puis ils le filtrent. Et on a aussi de l'eau de rose. Mais l'eau de rose, puis on peut le faire aussi à l'eau froide, de l'eau de rose. Mais la meilleure qualité reste avec l'alambic. Et là, vous faites de la confiture de rose, vous faites ça comment? Vous faites ça avec des pétales frais? Oui, c'est ça. Moi, je le fais comme nos grands-mères faisaient. Il y a 2 façons de le faire, comme je vous disais, avec l'eau chaude ou l'eau froide. Mais tu fais la gelée. Une fois que tu as filtré l'eau, bien là, tu la fais bouillir avec du sucre et de la pectine, un peu de citron. Puis tu fais de la gelée comme n'importe quelle gelée, dans le fond, mais sauf qu'on utilise la pétale. Après la pause, on se parle de cuisine. Au cinéma. Cette soupe de Ramadan, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le Ramadan, ça m'étonnerait, mais quand même, c'est cette période où on jeûne du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, même pas d'eau. Non, même pas d'eau. Est-ce que vous faites le Ramadan? Même pas de parfum. Ah non? Même pas de parfum, même pas de maquillage, rien. Oui, oui, absolument. Même pas de cigarette, rien. Et pendant 1 mois, oui, il faut Sauf que quand le soleil tombe, alors là, c'est là. Coucher de soleil. Et on se précipite pour manger la soupe classique du Ramadan. C'est ça. Et c'est ce que vous allez nous montrer, comment préparer ça. Effectivement. Alors, ça se fait... on peut la faire avec une seule sorte de fruits de mer, que ce soit les pieuvres, les calmars ou les sèches. C'est ça, vous les laissez là, entières, on va les mélanger ensemble. Ça, on va les couper, oui. On peut les couper en petits en 2. On peut les couper en 2. Comme ça. Juste comme ça, oui. Et on va couper aussi un peu les sèches. Alors, Camarillo, viens voir de près cette chose quand même assez étonnante. Vous le tranchez comme ça en 2. Bon. Et là, on pourrait trancher ici, vous faites des anneaux. On va les trancher. Alors, on en fait des anneaux. Ouais. Et là, est-ce qu'on fait sauter ça à l'huile ou... Oui, on va le sauter à l'huile. Alors, de l'huile d'olive, bien sûr. Un peu d'huile d'olive. On peut mettre juste de la pâte à tomate, comme on peut mettre, en tout cas c'est préférable pour moi, ça goûte mieux. Des tomates entières, fraîches ou en boîte. Et ça, pour ce genre de fruits de mer, si vous les cuisez,
il faut les cuire à peine 1 minute ou 2, ou sinon longtemps. Parce qu'entre les deux, c'est dur, c'est du caoutchouc. Alors donc, on le surprend. Par exemple, si vous le serviez en salade, vous le plongez dans l'eau bouillante, le sortez tout de suite et ça y est. c'est ça. On peut mettre de l'ail avec un peu 2 ou 3 gousses d'ail. Que vous laissez entière ou que vous écrasez? Ou... Écrasé. On va mettre du harissa un peu. Oui, ça donne un peu de piquant pour ceux qui aiment ça, le piquant. Surtout quand c'est une entrée, chez nous, le piquant, ça donne l'appétit. Absolument. Pour manger plus après, pour bien manger après, le plat principal. Les tomates, avant de mettre la pâte à tomate. D'accord. On peut mettre avec les épices puis, et du sel. Mais on ne peut pas dire que c'est très compliqué. Et ça, donc, vous m'expliquez davantage ce que c'est. Alors, c'est une sorte de harissa, oui, c'est ça. Donc, c'est avec un mélange de piment. Il y a de l'oignon là-dedans? Oui, il y a un petit peu d'oignon, c'est fait cuire avec. Mais ça, c'est spécial pour faire cuire, cuire des recettes. Alors que la harissa, on peut la manger comme ça. Oui. Celle-là, non, on ne peut pas la manger comme ça. Si on n'en trouvait pas, on pourrait mettre du sambalolek, Mais on peut trouver du... mais ça donne... C'est pas le même goût. C'est pas du tout le même goût. Ça donne pas le problème, c'est qu'on ne peut pas le trouver. Oui, c'est pas grave. C'est-à-dire, là, on va le mettre avec ça, mais ils peuvent utiliser ça un peu. Mais c'est pas obligatoire. On peut mettre juste du paprika. Ah bon, d'accord. Avec. Comme ça, et c'est mieux qu'il soit un peu coupé, les tomates, un peu. Bon, un petit peu. Elles vont s'effondrer à la cuisson. C'est tout juste, oui. C'est trop? C'est un peu trop, oui. Un petit peu. Ah, c'est femme. Ah, parce que c'est ou c'est trop ou c'est pas assez. Oui, c'est trop piquant. J'ai peur qu'il n'aime pas trop le piquant, mais c'est délicieux, vous allez voir. C'est parfait, ça en fera plus pour nous. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ils vont trouver ça épicé. Oui. Un jour, tu as dit, Nabila, que tu avais choisi la chaleur des hivers québécois plutôt que la froideur des étés tunisiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as trouvé ici une sorte de liberté. Oui, la froideur, pour moi, c'est le manque de liberté d'expression surtout. Pour moi, c'est très important pour l'humain. Pour moi, c'est comme manger, respirer, dire ce qu'on pense, ça fait partie aussi des besoins de l'être humain. Et si on n'a pas ça, on est frustré toute notre vie. Et la frustration, vous savez, qu'est-ce que ça mène? Ça mène à l'agressivité, ça mène à plein d'affaires, de complications psychologiques. Mais toi, est-ce que tu étais comme ça toute petite, décidé tout à coup que tu en avais marre de ne pas pouvoir t'exprimer? Ou qu'on contrôle les femmes? J'ai toujours été comme ça depuis toute petite. Je dis ce que j'ai dans la tête. Oui. Et ma mère n'a jamais réussi à me convaincre. On tourne la langue. 7 fois avant de parler. Et je dis toujours ce que j'ai dans la tête. Et ça me causait des problèmes, que ce soit dans la famille ou à l'école. Donc, depuis que c'est dans ma nature, je suis comme ça. Et j'étais frustrée avec ça. Mais tu es arrivée ici avec ce sentiment, donc, d'avoir découvert la liberté, entre guillemets, plus. Mais en même temps, tu as, je présume d'ailleurs, rien qu'à te voir, ça se devine, des souvenirs d'enfance radieux, des parfums tunisiens exquis, des souvenirs de ta première soupe, les roses qui sèchent sur la terrasse, comme on disait tantôt. Alors donc, je te parle de ça parce qu'il fut un temps où je pensais, pour ma part, m'exiler au Brésil. J'avais décidé que j'en avais assez, de la neige et du cardinal léger. Alors, je suis arrivé au Brésil et, enfin libre de quoi? D'avoir un corps, d'avoir des désirs, d'être qui on est, etc., etc. Mais je me rendais compte en même temps qu'il y avait un bout de moi qui était quand même très québécois et que, finalement, on est entre les deux. On est déraciné où que l'on soit. Mais on reste toujours entre les deux. Et pour moi, c'est une richesse, d'ailleurs, d'avoir 2 identités, d'avoir 2 cultures, pour moi, c'est une richesse. C'est-à-dire que je suis chanceuse d'avoir les deux, d'être les deux, parce que ça me permet de vivre de 2 façons.
Et c'est moins plate. Je sais pas, excusez-moi, c'est pas Non, plate. non, mais c'est vrai, je ne sais pas si tu as entendu Dany Laferrière qui un jour dit on n'est jamais pleinement humain si on ne s'est pas déraciné. Si on n'a pas pris conscience il faut sortir de son pot de géranium. Oui, oui, effectivement, effectivement. Quand on dit arabe, on a toujours la référence des Mille et une nuits. Ouais. Et quand on lit les Mille et une nuits, c'est énormément de sensualité. Et les femmes à l'époque, c'est les femmes à l'époque qui étaient des artistes, qui étaient des musiciennes, qui étaient des chanteuses, des poètes et tout ça, parce qu'elles sont obligées d'apprendre ça pour plaire au roi. Et parce qu'il y avait plusieurs concurrences, beaucoup de concurrence, puisque les rois, les califes à l'époque prenaient des co-épouses, des centaines et des centaines de co-épouses. Il y en a même un qui a pris 4000, qui avait 4000. 4000. Disons que pour leur faire honneur, Oui. Ben, moi je dis. ça prend du Viagra. Oui, moi, En tout cas, moi, il me semble que j'arrêterai à 2000. Oui. Je dis toujours, la dernière, pour avoir son tour, parce qu'il faut chaque nuit avec une femme, pour avoir son tour, elle peut être déjà morte avant d'arriver à avoir le. Mais toi, tu as un chum québécois. Hein? Oui. Est-ce que tu fais ta Scheherazade? Je m'imagine, tu es assis sur le bord du lit, tu lui contes je ne sais quoi. Les aventures. Qu'est-ce que tu lui. Ben, c'est une indiscrétion. Ben, pourquoi pas? Quand on cuisine, on placote. De toute façon, il n'y a personne ici. Non, il y a On est entre Il y a nous. tout un public qui me regarde. Ben là, non, mais alors, est-ce que tu lui contes des histoires tunisiennes? Est-ce que tu... Oui, des fois je lui compte, mais je fais surtout. C'est-à-dire, j'ai une façon de séduire mon amoureux qui est très arabe, oui, qui est... je ne sais pas, on a beaucoup de manières. Mais ça, décris-moi ça un peu. Il me semble que les Québécoises à l'écoute voudraient apprendre ça. Ben, tu sais qu'il y a plein de Québécoises qui apprennent la danse du ventre. Les femmes arabes, oui, les femmes arabes ne donnent pas tout dès le premier coup. Les femmes arabes laissent toujours Il faut se laisser désirer. des choses cachées. Oui, des choses cachées. Donc, elle ne va pas se donner tout de suite. Elle va toujours faire des manières à son amoureux. Donc, jusqu'à ce qu'elle l'épuise puis qu'elle l'excite au maximum. Oui, on peut mettre la pâte à tomate. Avant maintenant. ou après? Avant l'eau. Comme ça? Oui, oui. Et de l'eau, Alors, le concentré de tomate le concentré de tomate et l'eau, et l'eau jusqu'à couvrir. jusqu'à un petit peu, laisse mijoter un petit peu. Mais ça a l'air de rien. C'est d'une simplicité quand même extraordinaire. Ah Cette oui, soupe, il n'y a rien, là. C'est rien. Et tu peux la faire avec toutes sortes de choses, comme j'ai dit, avec du poulet ou avec de la viande ou avec... mais changer, c'est tout. Changer juste... Tu pourrais y ajouter des légumes si tu voulais. Oui, ou- oui, avec des légumes aussi. Des petits légumes pois, des fèves de coupés limon. en petits morceaux, en petits cubes. Oui, c'est ça. On laisse mijoter doucement pendant quoi, une trentaine de minutes? Au bas mot. Là, On peut dire que c'est jusqu'à ce que ce soit tendre. Oui. Alors, vous piquez dessus. Ça y est, là, c'est prêt. on peut mettre de l'eau là maintenant et on peut mettre la farine. Si vous voulez mettre du blé concassé, ça marcherait. Oui, oui, mais c'est du blé concassé. Mais l'autre aussi, la farine de seigle, c'est pas une C'est du farine. seigle concassé. C'est des grains aussi, c'est du seigle concassé, Ouais. voilà. C'est les deux, on peut les mettre. Les deux sont délicieux. Moi, en général, je mets le sel au début avec les fruits de mer. Alors, voilà. De toute façon, au goût, hein. On va l'essayer. Ça sent très bon. Hein? Oui. C'est ton harissa qui fait ça. Oui, oui. C'est très, très parfumé. Ben, c'est différent. Si tu le fais sans ça, ça donne un autre goût différent, mais bon. Alors donc, après la pause, on va faire un brick qui accompagnera cette soupe qui, elle, continue tout doucement de mijoter. Donc, un brick à la fausse Tunisie. Ce qu'on appelle brick, c'est de la pâte varka ou on dit aussi ou pas? Pâte varka? Ouais, varka. C'est au Maroc, on appelle ça comme ça. Ah, d'accord. Parce qu'on imagine que l'arabe, c'est la même chose dans tous les pays, mais c'est pas vrai. Hein. Il y a des mots qui changent d'un oui, pays à l'autre. absolument. Pas juste des mots, parfois tout le langage, Ça, de la tout le pâte à dialecte. brick, t'appelles ça comment en Tunisie? Brique. Ah oui? On appelle ça brique, oui. Malsouqa. Ah oui, c'est ça. Malsouqa, oui. Là, je vais vous montrer avec quel doigté je suis capable d'acheter un oignon. Je vais passer la semaine à pratiquer pour pas avoir l'air trop con. Vous me direz que c'est un échec total, je sais.
Bon, alors on va hacher des oignons, on va les faire revenir avec du thon. Bon, ça c'est du thon en boîte. On dit habituellement dans les recettes qu'il faut se procurer du thon dans l'huile d'olive. C'est introuvable. Le thon dans l'huile qu'on trouve ici, c'est de l'huile de soja, parfois. On trouve aussi parfois de l'huile d'olive. Moi, j'en ai déjà trouvé. Moi, Chez nous, c'est dans l'huile d'olive. Absolument, mais ce que je conseille aux gens, c'est de l'acheter dans l'eau, puisqu'on le trouve facilement, dans l'eau. de l'égoutter et ensuite de le faire revenir à l'huile d'olive. C'est mieux dans l'eau, au contraire, parce que tu vas le faire frire dans l'huile et il est déjà dans l'huile. C'est trop d'huile. Alors, c'est mieux dans l'eau. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu es ma Sherazade et je serai la tienne. Alors donc, de l'huile d'olive à la poêle, l'oignon, l'huile et le thon. Le thon. C'est tout, vous laissez tomber, ou ça pourrait être de l'agneau, de l'agneau De l'agneau ou même du poulet. C'est très délicieux. C'est délicieux aussi avec du poulet. Je sais que tu manges du porc en cachette, parce que j'ai... En cachette! Je ne mange pas en cachette, on peut plus. Comment? Alors, J'ai pas peur. Donc, on peut mettre du porc haché aussi. Oui, absolument. Toutes les sortes de viande, quoi. Hein? Alors, l'idée, on peut mettre même du castor, As-tu déjà bouffé du de castor? l'ours. Oui, j'ai mangé du castor, c'est délicieux. J'ai trouvé ça délicieux. Moi, Là, j'en ai bouffé, j'ai manqué mourir. Ah oui? Ça laisse un goût de sapinage. Ah oui. Non, j'ai trouvé ça délicieux, mais moi, ce que je veux manger, c'est la queue de castor. On m'a dit que c'est pas... on ne le trouve Tu pas sais de souvent. quoi ça a l'air, une queue de castor? C'est Ouais. que c'est une plaque d'une sorte de chitine, c'est transparent. C'est comme du mica. Oh, oui. Et sur ça poussent des petites tours pleines de graisse des deux côtés. Et la flexibilité de la queue en question, parce que tu sais que les castors se vantent d'avoir une queue flexible, ça leur permet évidemment de nager en se faisant aller comme ça. Mais alors quand tu mords là-dedans, ça éclate partout. Je me disais, nos ancêtres ont bien souffert. Eh bien, j'ai une joke là-dessus dans mon spectacle sur le castor. Et je dis, mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Parce que je commence mon spectacle naïf à mon arrivée ici, les choses que je comprends pas ici, tout ça. Je comprends pas pourquoi, entre autres, pourquoi un castor comme emblème du Canada. Et j'ai rencontré aucun Canadien avec une queue plate. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Bon. Je ne voudrais pas élaborer. Est-ce qu'il y a d'autres peuples où les... Enfin, non. Non, je n'ai vraiment rien dit. Moi, j'ai toujours pensé que ça devrait être le homard, l'emblème du Canada. Ouais. Parce que c'est une sorte de grande carapace qui sert absolument à rien. Oui, c'est ça. Et là, il y a 10 pattes dont les 2 premières sont les pinces. Ouais. Alors, il y en a une qui nourrit l'autre. Alors, c'est le Québec qui nourrit l'Ontario, évidemment. Ouais. Maintenant, c'est rendu l'Ouest, etc. Et alors... Ça va sauter au montage. Mais c'est écrit dans mon livre, c'est plus drôle. Là, j'en ai préparé parce que pour farcir la pâte philo, il faut que ce soit froid. OK. Parce que si on met ça chaud là, avec l'œuf dedans, ça ne marche pas. Ah, d'accord. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. OK, super. Je me suis levé très, très tôt ce matin là, pour vous faire plaisir. Oh my God, t'as travaillé Et là, fort. les yeux dans la graisse de bine pendant qu'il faisait noir dehors, je me disais, mon Dieu, ce qu'il faut donc souffrir. Ce qu'il faut souffrir pour être heureux. Ben oui, pour que les autres soient heureux aussi. Oui. Bon, là, notre Francis se préoccupe et dit, notre public en délire, Monsieur Pinard, malgré tout l'amour qu'ils ont pour vous, là, ils commencent à se plaindre amèrement dans leur salon parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un brick. Qu'est-ce qu'un brick? C'est une pâte feuilletée. Dans Un genre laquelle? de pâte, oui. Un genre de pâte, chez nous, on le prépare. C'est les femmes qui préparent ça, les briques. Avec de la farine, à base de farine. Et là, on casse un œuf là-dedans. Oui. Et normalement, on le glisse tout doucement dans la haute friture. Et ça se gonfle parce qu'on verse l'huile par-dessus. J'ai vu, c'est marrant à voir. Hein. Oui. Alors moi, je propose de le faire plutôt dans la pâte philo pour 2 raisons. D'une part, parce que la pâte à briques est difficile à trouver. Deuxièmement, parce que ça a beau ne pas absorber trop de gras, disons que ça en absorbe quand même beaucoup. Oui. Et je trouve qu'à la pâte philo, c'est plus léger. Donc, pour répondre aux besoins impératifs de notre producteur, un brick, ça a l'air d'une enveloppe dans laquelle il y aurait un œuf à peine cuit dont le jaune coule. Et Là, il
Il y a d'autres sortes aussi de briques, c'est-à-dire on peut faire un mélange comme tu vas le faire maintenant, au lieu de juste un œuf, un mélange de thon ou de viande ou avec de l'oignon, oui, de fromage aussi. Et on peut mettre le persil, c'est très bon, ça donne un goût très très bon, un peu de persil avec aussi. Oui. L'oignon et c'est tout, sel, poivre. Alors donc maintenant, je vous avouerai que ça n'est pas sans tremblement. J'ai essayé de les faire hier pour voir si je me rappelais bien, parce que j'avais fait ça il y a quelques années. Et je déroule les pâtes de philo. Disons que la philosophie se portait assez mal. Alors, toutes ces feuilles étaient collées ensemble. J'appelle Jocelyne, je lui dis « Ah, je suis dans tous mes états, la pâte philo colle. Penses-tu que tu pourrais m'en trouver qui ne colle pas? » Alors, grâce à Jocelyne, nous allons réussir en un tour de main. Et là, vous avez du beurre fondu parce qu'il faut évidemment badigeonner la pâte en question. Alors, vous pourriez la badigeonner de beurre fondu ou d'huile d'olive. OK. Alors, toi, tu veux garder l'œuf en entier. Oui. C'est ça. Mais tu peux le mélanger aussi avec. Ah oui, mais là, ça coule plus. Oui. C'est ça. Là, c'est mieux que ça coule. Mais ce qui est amusant, c'est que vous faites ça. Et en Tunisie, on les bouffe à la sortie comme ça. Et l'idée, c'est d'essayer de faire éclater ça dans la bouche sans que le jaune d'œuf n'arrose votre barbe. C'est ça. Alors, ce qui n'était pas évident. C'est ça. Alors que dans ce cas-ci, on mange ça à la fourchette et au couteau. OK. Mais tu peux aussi ne pas cuire, on peut aussi ne pas cuire, c'est plus facile, plus pratique. Tu mets la pâte, un œuf, tu mets un œuf dedans, un peu de thon de boîte et du capre, c'est tout. Et tu le mets directement, on n'a pas besoin de cuire, de faire sauter les... Bon, oui, c'est très fin. C'est pour ça que cette pâte-là, elle est très fine. Elle est difficile à... Non, mais celle-là, elle se défait comme il faut. Tu sais, tu peux faire deux. Oui, à deux feuilles. Deux feuilles, l'un sur l'autre, comme ça t'évite Ah non, mais de ça déchirer. marche. Jojo, t'as acheté la bonne pâte. Oui, donc ça... Et t'en as choisi une autre pour animer ce merveilleux spectacle. Bon, alors on peut prendre une ou deux feuilles. Laisse-moi toucher. Là, il y en a deux. Oui, elle est pas mal fine. Tu peux la plier en deux. Oui, c'est ce que nous allons faire. On commence par badigeonner la moitié de la feuille. On plie. Alors, on le fait avec une feuille simple. C'est beaucoup plus difficile qu'une feuille double, mais on fait exprès, on court. Oui. Bon, non, alors là, vous prenez un peu de cette pâte, de ce mélange de thon et d'oignon. Vous faites un petit nid. Bon, enfin, comme ça. Vous cassez un œuf dedans. Vous vous empressez de faire ceci et cela. Vous badigeonnez de beurre. Voilà. Vous refermez en portefeuille. Et ça marche. Ça marche, ben oui. Oh On l'a dû la faire. Alors, badigeonnons. Voilà. On plie. On met le thon et son oignon. On casse un œuf. Tu peux mettre un peu de sel poivre aussi. Poivre. Ça, c'est le vibrateur culinaire. Oh, super ça. Oui, ça c'est... Je voulais t'entendre pousser des petits soupirs, mais ça s'apporte en tout. Voilà. Non, mais ça, c'est un must dans cette cuisine. C'est vraiment bon, ça. Alors là, c'est exactement 5 minutes. À 450. C'est très joli. Oui, c'est très joli. Tu le fais n'importe comment, il prend la forme après, tout seul. Exactement. Il suffit de le cajoler un peu. Alors, là, c'est l'ultime test. Va-t-il couler? Bon. Faut pas alors, ma belle se brûler les lèvres, c'est sûr. Voilà, je te passe un couteau. Là, oui. Voilà, tu vois? Il est parfait. Il est parfait, oui. Et là, tu peux même y goûter. Oui. Et pendant ce temps-là, je verse de cette soupe exquise. Il est encore chaud, hein? C'est ça. Un peu de citron, même pour le brick, on met un peu de... Je savais que j'oubliais quelque chose. Oui, le citron, hein? C'est ça. C'est ça, un petit peu ici, un petit peu là. C'est bon. Pas beaucoup, non? Pas beaucoup. Juste à peine. Délicieux, délicieux, Daniel. C'est bon, hein? Délicieux. Délicieux.
Goûter. Quoi? C'est vrai que c'est un plat assez cochon, merci. Ah oui, assez cochon, on mange comme ça, là. Parce que... C'est délicieux, oui. Ça n'a pas de bon sens. Ça aurait pu cuire 1 minute de plus. 7, donc. Le blanc est à peine pris. C'est ça, 7 Mais minutes. c'est exquis. 7 minutes. Avec le thon, c'est parfait. On dirait que ça se C'est complète. délicieux. Vive la Tunisie. Libre! C'est délicieux. Ouais. Là, on a peut-être mis Mais on un sent ces petit petits peu grains. trop de citron, mais à peine un peu. Les graines restent au fond, hein, donc Il faut brasser. Il faut brasser. Il faut brasser, donc ça prend... c'est délicieux. Après la pause, le poulet Mouammar à votre manière. Comme d'habitude, dis, tu vas commencer par expliquer ce que tu vas faire. Ah, Radio-Canada. Alors, nous allons faire du poulet Mouammar. Là, vous dites Mouammar quoi? Mouammar el-Kadhafi? Je ne sais trop. Ça s'appelle comme ça parce que c'était, si je ne m'abuse, quelqu'un qui travaillait dans les cuisines de Robert Carrier alors qu'il habitait à Marrakech. Ça n'est que ça. Et quand je dis à votre manière, c'est parce que je voudrais, avec Nabila, vous montrer que la cuisine, telle qu'on la pratique au Maghreb, est une cuisine de l'invention spontanée. Il n'y a pas de recette. On fait à peu près ce qu'on veut, on met ce qu'on veut. On fait à peu près ce qu'on a parce qu'on n'a pas toujours tout. Non, mais exactement. Mais alors, je me disais hier, ça me tente de faire du poulet parce que le poulet est la viande la plus bouffée Consommée ici, en Amérique du Nord. Bon, ça coûte pas cher, c'est facile à faire. Et surtout, je voulais préparer une recette de poulet braisé, c'est-à-dire de poulet. C'est un jeu d'enfant à faire. Mais là encore, j'hésitais. Je me disais, un peu Nabila, tout à coup, on faisait du poulet aux fruits secs, par exemple. Oui. Ou sinon, on va faire un poulet aux amandes et au safran. Oui. Ou sinon, on va faire un poulet pour montrer La coriandre. ça, là. Oui. Si vous n'avez jamais fait ce que je vais vous proposer, faites ça, là, puis vous allez pousser des petits cris d'orfraie. Et alors, là, il dit l'orfraie. L'orfraie était un oiseau qui, semble-t-il, quand le roi entrait en cavale dans la forêt pour chasser le sanglier, poussait des petits cris et avertissait les sangliers d'aller se cacher. De là, les cris d'Orphée. Bon, alors, ce que nous allons faire, donc, c'est pour vous montrer comment on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, il y a un oignon de paresseux, je vous en ai montré un tantôt, il y en a un autre. Alors, vous mettez un petit lit d'oignon. Là, close-up, là, ça va être écrit en bas, il a mis de l'oignon. Là, vous avez des poulets en morceaux. Tout expliqué. Voilà. Alors, vous mettez le poulet. Et vous remarquerez qu'on n'a rien fait, on ne l'a pas fait sauter, on ne l'a pas fait suer, on ne l'a pas fait colorer, on n'a rien fait. Alors, on met le poulet. Nous allons ajouter... Ça se prépare dans un tagine, on appelle ça tagine, oui, c'est ça? Oui. Marocain, tagine. Mais on a pas mal de recettes au Maghreb qui sont sucrées-salées. On mélange, avec des... Oui. Ah non, mais ça, c'est génial. Oui, c'est délicieux. Une pastille. Un jour, il faudrait qu'on fasse ça ensemble, une pastille avec des pruneaux, du miel, avec de l'agneau. Hey, c'est à crier. Bon, alors là, vous prenez cette... Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est de la coriandre. Je sais que les Québécois ne connaissent pas encore souvent ça. C'est extraordinaire. Ça ressemble au persil, mais c'est pas de persil. C'est une autre odeur complètement. C'est un parfum exquis. Oui. Alors là, vous prenez vos grosses menottes puis vous le hachez. Il est encore plus parfumé que le persil. Bon. Et là, vous vous dites, bon, Pinard a mis le poulet trop tôt parce qu'il voulait prouver quelque chose, puis il n'a rien prouvé. Bon. Alors, vous ajoutez l'herbe, vous remettez le poulet par-dessus, et vous dites, j'ai oublié le persil pour recon. Alors, je vais hacher le persil. Ah, ben c'est génial, ça. Moi, je passe... 1 heure à couper le persil, à hacher le persil. Il faut que j'enlève toutes les... Hein? C'est pas nécessaire, hein? J'enlève les grosses tiges. Il faut que j'enlève toutes les tiges. Oh, le feu se chargera. C'est pour ça que notre cuisine est lente, alors. Non, mais c'est vrai que c'est une cuisine qui est occupée. Oui. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait avec toutes ces femmes qui, dans le harem, se plaignent de leur maître si elles ne passaient pas des journées à hacher le persil? Bon, c'est plus le cas maintenant. Toutes les femmes travaillent maintenant. En Tunisie, toutes les femmes travaillent. Donc, elles n'ont plus le temps, mais elles travaillent doublement, les pauvres. Parce que les gars ne cuisinent pas encore. Donc, elles travaillent. Bon, quelques-uns, tu vois, des exceptions.
Mais la majorité passe leur temps au café pendant que les femmes cuisinent. C'est quand même pas une mauvaise idée. Entre nous, là. Oui, pour vous, oui. Ben oui, ils ont perdu plein de choses, les gars. Hein, Parle-moi d'olives marocaines Oui. et d'olives tunisiennes, qui sont parfois bleutées, parfois oui, roses. Oui, puis le goût, je sais pas, ils sont plus salés, plus... surtout ces olives-là, elles sont très bonnes. Hein? C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas saler la préparation, parce que les olives vont exuder le sel qu'elles Oui, ont. effectivement. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? On met du cumin. Pourquoi du cumin? Je pense quoi pas, Madame Bombardier? Juteuses aussi, les olives. Oui. Alors du cumin? Ah oui, tu mets du cumin, OK. Oui, ben aujourd'hui. OK, pour Non, c'est parce que tu disais tantôt que tu aimais le cumin. Oui. Je dis, bon, on va en mettre. Non, mais on peut mettre... Nous, on met le cumin surtout pour les... pas les Marocains, pour les poissons. Les Marocains, ils le mettent avec l'agneau. Ils en mettent dans tout. Oui, non, ils en mettent. Pas dans tout, mais ils en mettent. Et là, des Mais ça pistils donne de un safran. goût, un très bon goût. Je sais pas si c'est... Si j'étais en Tunisie et que j'étais au soleil et qu'il y avait un petit... Je ferais sauter les pistils de safran à la poêle pour qu'ils développent mieux leur parfum. OK. Mais comme je suis bien paresseux, je ne l'ai pas fait. Et vous allez voir que ça va développer son parfum quand même. Peut-être pas autant, là, mais quand même sérieusement. Là-dedans, on va ajouter du bouillon. Alors donc, on met très peu de liquide. Dans un contenant comme ça, il faudrait qu'il y en ait au fond à peu près comme ça, pour pas que ça colle. Alors, oui. Parce que sinon, ça sèche pas vite, hein, Exactement. Oui, ça tagine aux olives, on appelle ça. Voilà. Tagine poulet aux olives. Alors, si vous habitez à côté d'un hammam, alors vous allez vous épivarder dans la vapeur et vous donnez ça au maître du feu. Et il va mettre ça là-dedans et quelques heures après, vous sortez, votre bouffe est prête et voilà. Alors, si vous êtes à la maison ici, vous mettez ça soit au four ou carrément sur le feu. Si vous le faites sur le feu, ce que j'ai fait, vous le faites mijoter, mais un temps soit peu, il faut surtout pas que ça colle au fond. Ouais. Vous ne brassez pas, vous ne faites absolument rien. Okay. Et au bout d'une heure et demie, alors, vous soulevez la chose et le voilà. Ah, il est déjà cuit. Non, mais c'est pas bon un peu, tu vas voir. Oh. Hein? La coriandre a fait tout son parfum. Ah, c'est les que tu as oublié. C'est les... C'est l'ail. L'ail. J'avais oublié l'ail, mais pas dans la préparation d'origine. Alors voilà, vous pourriez y mettre des zestes d'orange, vous pourriez y mettre des zestes de citron, vous pourriez y ajouter des amandes, ce qui m'arrive de faire ça, vous pourriez y ajouter des capres. En somme, ce que cette cuisine vous dit, c'est de faire ce qui vous plaît et ça marche à tout coup. Oui. C'est très rare que les ingrédients se contredisent. Non, c'est très rare. Ouais. Alors voilà, c'est prêt, nous n'avons plus qu'à goûter, c'est quand même pas... Ça, là, ça tue personne. Vous pourriez même faire ça au croque-pot. Si vous aviez fait ça au croque-pot pendant la nuit, là, ça serait mijoté tout doucement et ça aurait marché. Quoi, les croque-pots? Céline Dion aime beaucoup les croque-pots. C'est quoi? Un croque-pot, c'est une sorte de casserole qui a un élément chauffant dans le dessous, mais ça mijote à peine. Alors, vous y mettez, par exemple, un poulet le soir et il peut cuire comme ça 5, 6, 7 heures sans trop cuire. Okay. C'est une mijoteuse, comme on dit. Ah, d'accord. Au retour, nous allons vous proposer quelques charbates. Et là, je voudrais te montrer que tu m'as dit que tu ne connaissais pas ça, les sherbates. Moi, je pensais que c'était un truc tunisien, mais c'est peut-être marocain. Ou... Ouais. Je sais que le mot vient de Turquie et que c'est à l'origine du mot... Ouais. Mais on a plusieurs d'origine turque. Oui, c'est l'origine du mot sorbet. Ouais. Alors, parce qu'à l'époque, on cassait de la glace et on versait par-dessus un sirop de fruits, ce qu'on appelle ici élégamment de la slush. Ça a été inventé en Turquie bien avant Jésus-Christ, qui n'avait pas encore été inventé plus tard. Okay. Alors donc, vous versez du sirop sucré dessus, et voilà. Et ça inspire donc certains breuvages, certains drinks, comme dirait Mme Dissadiou. Et alors là, on met la glace là-dedans. Alors là, je veux plugger, je fais jamais ça. Vous savez, j'ai de toute ma vie recommandé à la télévision 2 choses. Le cuisineur comme robot, et là, je vous recommande le Krups comme mélangeur. Quelle est la différence entre un robot et un mélangeur? C'est que le mélangeur a des lames brisées qui provoquent un vortex. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'un vortex? Quand vous videz la baignoire, M. Pinard, vous voyez l'eau qui tourne.
ça fait un vortex. Alors, quand il y a un vortex là-dedans, ça permet de mélanger beaucoup mieux qu'au robot, parce qu'au robot, c'est des lames horizontales Oui, c'est ça. qui ne provoquent pas de circulation de liquide, au contraire, qui le tient immobile et presque en suspens, comme vous voyez mes lèvres. Alors donc, vous mettez la glace là-dedans, et là, vous allez voir que c'est assez stupéfiant, merci. Ça, quand je l'ai eu pour la première fois, j'ai passé des nuits à me faire ça. Ah, quel plaisir! Pensez sur ça. Non, mais c'est assez génial. Mais j'explique dans mon spectacle que on n'a même pas besoin de musique, que la danse fait partie de la vie de tous les jours chez nous. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, alors on danse tout le temps. On n'a même pas besoin de musique pour danser, on danse sur n'importe quel bruit. Ah oui? Oui. Bon, hein, mais Alors, tu vois, je mets si on avait laissé plus longtemps, ça aurait carrément fait de la neige. C'est quand même génial. Alors là, on va faire une préparation dont on me dit qu'elle est maghrébine, mais peut-être qu'elle ne l'est pas. Là, ces sherbets, on peut les faire avec n'importe quel fruit. Je vais le faire avec la banane. Pourquoi la banane, M. Pinard? Parce que ça se mêle extrêmement bien avec l'eau de rose. Or, si vous vous rappelez qu'on a de la suite dans les idées, on a quand même commencé à vous montrer comment se faisait l'eau de rose. Alors donc, la banane et le lait. on peut le faire avec n'importe quel fruit. Oui. OK. Étrangement, c'est délicieux avec les pommes. Avec les pommes, OK. Vous pelez les pommes, vous les mettez en petits dés, vous les passez là-dedans. Alors, 2 pommes, une tasse de lait, dans ce cas-ci. C'est ce genre de pommes, les pommes vertes, on appelle ça. OK. Alors, on peut le faire, évidemment, avec les pêches aussi. Les pêches. Et là, on ferme la chose. Voilà. Vous versez sur la glace. Non, mais tu vas voir, c'est très cochon. J'en doute pas. Et là, donc, on peut ajouter, bon, j'aurais pu passer la banane un petit peu plus longtemps au robot. On ajoute donc quelques gouttes d'eau de rose, ou celle-ci, clique, qu'on trouve un peu partout, qui est beaucoup plus... Ça se fait ici, hein? OK. Ça se fait ici. Ben, celle-ci, on a vu, mais si tu sens, ça a un parfum de rose très doux, très léger. Alors que celui-là de clic, il est prononcé. Il vous saute en pleine face. Ah oui. Mais ça, c'est le vrai. On se croirait dans une roseraie. Oui. Ça, c'est plus vrai. Alors, Oui, il est pas mal quand même, Clic. Mais on fait de tout maintenant ici au Québec. Non, mais ça, c'est importé quand même. C'est importé, Clic? Oui, oui. Ah, c'est importé du Liban, quelque chose comme ça, Oui, hein? oui. Oui. Alors, donc, vous aurez pu le faire avec la banane, vous pouvez le faire avec la papaye, l'ananas, etc. Goûte donc à cette chose. C'est bon. C'est délicieux. Délicieux. Alors donc, n'oubliez pas, quand vous mettez la banane dans le truc, il faut quand même la laisser assez de temps pour qu'elle se pulvérise et non pour qu'elle laisse des petits morceaux comme ça qui ne sont pas très, très saignants. Cela étant dit, Nabila, merci 1000 fois d'être venue ici et merci 1000 fois d'être venue chez nous. Ah, je suis ravie. C'était un grand plaisir pour moi et merci de m'avoir invitée. Et là, tu sais que tu dois dire bonne semaine de façon un peu troublante comme ceci. Bonne semaine. Je pense qu'elle ne verra pas. À ma façon ou à ta façon? Ben non, à la façon du propriétaire. Là, tu fais bonne semaine. Oh, elle dit bonne semaine. Bonne semaine. Ça n'a aucun sens. Bravo, bravo. On peut danser sur ça. Non, mais c'est déjà assez génial. J'ai le ventre, mais je n'ai pas la danse. Et